Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est un voyage à l'autre bout du monde, un véritable rêve, où le bleu se décline de 1000 façons que nous vous proposons aujourd'hui. Une balade d'île en île à la rencontre de l'histoire du peuple polynésien. Une déambulation entre lagons et atolls, guidée par des femmes qui vivent, connaissent et aiment plus que tout ces terres, où légende et douceur de vivre se mélangent. À Moorea, vous partirez à l'assaut du Mua Puta, la célèbre montagne percée. Puis c'est en mer que vous découvrirez comment les Polynésiens ont de tout temps navigué d'île en île. Bon, tu sais que ces Polynésiens ils sont venus grâce aux pirogues à voile. Ils ont réussi à naviguer sur l'océan grâce à ces structures-là. C'est les Polynésiens qui ont créé le catamaran. À Raiatea, l'île des ancêtres, vous saurez tout sur la culture de l'huître perlière. Et vous plongerez au cœur de l'histoire polynésienne, au Marae de Tapu Tapu Atea. C'est le point de départ du peuple polynésien, parce que c'est le commencement de l'histoire de notre peuple. Enfin, à Rangiroa, l'atoll de toutes les merveilles, vous attend le plus mythique des animaux de la région, le dauphin. Au rythme de la mer et du peuple polynésien, nous vous embarquons pour un voyage grandiose et dépaysant. C'est à Moorea, l'île la plus proche de Papeete, à seulement 30 minutes de bateau, que notre périple débute. Une île comme une cathédrale, où des flèches vertes, couronnées de nuages blancs, se détachent du bleu des lagons dessinés par la barrière de corail qui l'entoure. Alexandrine Wan connaît bien ses rivages. Si elle a grandi à Papeete, c'est ici qu'elle a toujours passé auprès de sa famille, week-end et vacances. Avant de s'y installer il y a 3 ans pour monter une agence de tourisme équitable. Moorea, c'est pas juste un lagon, c'est pas juste des plages, c'est pas juste des hôtels pilotis. Moorea, c'est bien plus, c'est un peuple déjà, c'est une histoire, c'est une culture. C'est une île magique pour moi et c'est une île qui doit être préservée. Très souvent, on me pose la question, qu'est-ce qui est différent des Maldives, de Hawaï, de la Polynésie? Et moi, je leur dis, c'est le peuple, c'est le sourire, c'est cette chaleur humaine et cette magie qui n'existe nulle part ailleurs. Pour nous faire découvrir son île, Alexandrine a décidé de prendre de la hauteur, sur les traces d'une légende qui se mérite. En compagnie de Te Arua, elle affronte le Mua Puta et ses 830 mètres d'altitude. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans mon office, dans mon bureau. Merci de nous accueillir. C'est un bureau anti-stress. Ah, c'est vraiment magnifique. Oui, complètement. Là, on est dans la vallée de Afreetu. Et le sentier qu'on emprunte, ça nous mène au sommet de la montagne percée. C'est une des montagnes très, très connues ici à Moorea. Et je t'avoue que moi, je la vois tous les matins, mais je l'ai jamais faite. Donc, j'ai hâte de la faire avec toi. Donc, c'est ta première fois alors pour venir jusque-là. Bon, il y a un début à tout. Peuple de la mer, les Polynésiens sont également attachés aux montagnes et forêts de leurs îles. Ce sont les lieux de toutes les croyances et des transmissions. Attention, la marche. Ouais. Ça glisse bien. C'est quoi ces petites fleurs-là? Du coup, il y en a partout? En fait, c'est la fleur de notre châtaignier, tout simplement. C'est ce qu'on appelle ici le mapé. Ouais, le mapé. Ça résonne. Ça résonne bien, oui.
mes grands-parents m'ont toujours appris, si jamais il t'arrive quelque chose dans la montagne, un accident par exemple, ben, tu tapes ça. C'est le téléphone local. C'est le téléphone local. Voilà. Normalement, il Génial. y a toujours quelqu'un qui va venir te Ouais. secourir. Quoi. Ah, il y a 2 fleurs de vanille à marier. C'est vrai? 3 même. Bon, la vanille en elle-même a été introduite dans les années 1800 par l'amiral Amelin. Dans son pays d'origine, il y a un insecte qui fait le processus de mariage. Ok. Ici, chez nous, l'insecte n'existe Il pas. a, Donc, il y a on doit le besoin faire à la main. Voilà, l'intervention de l'homme. Donc, il faut prendre le pollen qui est là et tu poses le pollen dans l'ovaire. Voilà. Et voilà. Génial. Si le mariage réussit, ça va former ça. Tu vois, ça, c'est la gousse de vanille. Là, il faut attendre 10 à 11 mois pour que la gousse arrive à maturité. De la plantation jusqu'à la récolte, il faut être patient. Ouais. C'est pour ça que la vanille, elle est très très chère. Ben oui. Si la vanille de Tahiti est réputée dans le monde entier, on n'y produit plus aujourd'hui qu'une dizaine de tonnes par an, contre plus de 200 tonnes dans les années 60. La faute à une augmentation notable de la pluviométrie et une baisse des températures depuis plusieurs années. J'ai vraiment l'impression de faire Indiana Jones. Oh là là, c'est beau. Hop là. Et là, on arrive au premier point de vue avec en face de nous la passe Tupop Arau de Afretou. Super. On est si haut déjà. Ouais. Mais le lagon, il est juste là, quoi. On est à C'est ça peu qui près est à beau. 400 mètres d'altitude. Bon, il nous manque encore la moitié quoi, pour arriver au sommet. Allez, courage. C'est parti. Allez, On est chaud. on continue l'ascension. Allez, on continue. Ça va? Ça va. Ça va, ça va. Allez, courage, courage. Allez. Wouh! Et là, on est au sommet. Vas-y, Alexandrine. Allez, plus que 3 mètres. Allez, 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 courage, courage. Allez, allez, c'est bientôt la fin, là. Allez. Youhou! Allez, ta main. Yes! Wouh! Félicitations! Check! Check. Alors, heureuse de l'avoir fait. Ah ouais, heureuse. Qu'est-ce que c'est beau. Ah ben c'est magnifique, hein. Oui. Ce fameux mont. Ça y est, je l'ai enfin fait, merci. Hein. Ben, c'était avec grand plaisir. Hein. Tout le long de la montagne, j'ai récupéré quelques petites fleurs. Parce que, Faire une petite offrande à la comme je montagne. t'avais dit, à chaque fois, je fais une petite offrande pour la montagne. Mhm. Et puis surtout pour cette île magnifique qui nous accueille. Et Waouh, quelle belle offrande. voilà. Je vais faire ma petite prière. Bon, là, je vais te raconter une légende que tout le monde connaît ici à Moorea. C'est la légende de la montagne percée. Un Aito, qui est un demi-dieu, qui est venu une nuit dans le but de s'accaparer en fait, de cette montagne qui est le Rotou. Malheureusement, cette même nuit, notre demi-dieu, du nom de Pai, qui est originaire de l'île de Tahiti, en face, il prit sa lance et lança vers Moorea. La lance a percuté la montagne et a fini sa course sur l'île de Raiatea. Merci beaucoup Te Heiarua pour cette petite histoire. Et puis ça met encore plus de sens d'avoir monté toute cette montagne, d'avoir compris un petit peu les lieux, sa culture, sa légende. Super, merci beaucoup pour le partage. Ben, c'est un plaisir. Réservée aux randonneurs expérimentés, cette ascension offre le plus beau des panoramas sur Moorea, ses montagnes et son lagon. Car l'ensemble de l'île est encerclé par une barrière de corail, créant ainsi des nuances de bleu totalement féeriques. C'est dans ce lagon
qu'Alexandrine retrouve Raphaël et son frère Jean Roland, un bricoleur de génie qui s'est lancé un défi un peu fou, construire de ses propres mains une véritable pirogue traditionnelle. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait genre une dizaine d'années. On était au même lycée. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait vouloir envie de tout lâcher et de te mettre dans la navigation? Enfin, ça a été un super travail. T'as construit cette pirogue en fait de rien, quoi. Voilà, je sais pas, j'ai eu un déclic un jour. J'ai décidé de casser ma maison pour faire une pirogue à l'intérieur. Alors j'ai toujours été très manuel. J'utilisais mes mains pour créer des objets. À la base, j'ai réparé mes planches de surf. Du coup, j'étais au contact de la résine. Puis après, je faisais des petits travaux de réparation. Et puis un jour, je me suis dit, allez, je construis ma pirogue. C'est génial. Voilà. Bon, tu sais que ces Polynésiens ils sont venus grâce aux pirogues à voile. Ils ont réussi à naviguer sur l'océan grâce à ces structures-là. C'est les Polynésiens qui ont créé le catamaran. Et ça pouvait accueillir combien de personnes, par exemple? Alors, on pense que les pirogues d'exploration, on appelle ça comme ça, pouvaient prendre jusqu'à 200 personnes à bord, avec la nourriture pour le voyage, les animaux, les plantes, les graines, les plantes qui étaient en vie. Et on pense même que des fois, il y avait le feu qui était à bord. Le feu. Voilà, ils gardaient le feu à bord pour se réchauffer ou pour cuire les aliments. Incroyable. C'est quand ils pêchaient. J'avais une question du coup sur ces pirogues. Il y avait quel type de personnes? Est-ce qu'il y avait des enfants par exemple, les femmes? C'était tout le monde en fait qui avait participé à la construction et qui souhaitait aller conquérir d'autres mondes. Donc vraiment une culture tournée autour du voyage déjà, autour des explorations, de la navigation. C'est parti. Super. On va hisser les voiles. À la seule force du vent, Alexandrine et Raphaël vont donc quitter le lagon pour aller observer les fonds marins à l'extérieur de la passe. Là où courants et poissons sont les plus présents. C'est Jean Roland, le frère de Raphaël, qui va guider Alexandrine pour cette découverte sous-marine. Bon, Alexandrine, prête à aller dans l'eau? Allez, c'est bon, on a tout le matos. Déjà, justement, ici, on a la chance d'avoir un lagon vraiment beau. Et ce qui se passe, c'est que tout au long de l'île, tu vas avoir les passes qui sont créées naturellement avec l'eau douce qui sort, mais aussi tout le long du récif, des petites failles. Donc on va pouvoir avoir plein de petits poissons qui aiment rester à l'intérieur parce qu'il y a des sédiments qui sortent du lagon et en même temps ça leur permet de se protéger de certains prédateurs comme des carangues et des barracudas qui chassent au niveau où l'eau casse. Donc on va nager près du récif de l'autre côté. Si tu vois quelque chose, tu me fais signe et je vais essayer de te dire l'espèce du poisson. On peut voir des tortues aussi, on peut voir des petits requins pointe noire, mais t'inquiète pas, ils sont gentils. Ça sera une chance de les voir. Super, écoute, je te suis. Je mets mon masque, mes palmes, et puis c'est parti. Nul besoin d'être un bon nageur ni un plongeur chevronné pour admirer de superbes espèces de poissons. Célèbre dans le monde entier, en particulier pour ses sites de plongée, la Polynésie attire chaque année près de 200 000 touristes venus de tous les pays. Mais Moorea est avant tout une île fertile et prospère, où depuis toujours les cultures sont nombreuses. Pour nous faire découvrir cet aspect de son île, c'est au lycée agricole qu'Alexandrine nous entraîne à la rencontre de Bruno. Bruno, merci de nous accueillir ici, c'est vraiment magnifique. Plaisir. Alors du coup, raconte-moi un petit peu où on est, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, on est au lycée agricole de Moorea, Ouais. spécialisé en agriculture, le seul de Polynésie. Ok. Et là, plus précisément, on est sur l'exploitation agricole qui sert de support pédagogique, entre autres, aux élèves. C'est Et magnifique. donc là, on arrive sur les bords de champs d'ananas Avec les élèves. avec les élèves qui sont en action.
Cet ananas, il est vraiment particulier. Il a quand même un goût qui est typique d'ici, j'ai envie de dire. Mais... Bah oui, l'ananas, ce n'est pas un fruit endémique. Hein. Il a été importé par un des premiers découvreurs de Polynésie, Wallis, me semble-t-il. Et il se trouve que cet ananas s'est adapté au milieu et a donné une nouvelle variété. Et qu'ils ont appelée la Queen Tahiti. La Queen Tahiti. Ouais. La reine de Tahiti. La reine de Tahiti. C'est génial. Ouais. Yorana. Bonjour, jeunes gens. Ça y est, vous avez récupéré tous les ananas? Pas tout. C'est du travail. Hein. Et déjà, ça pique, ça prend du temps. C'est beaucoup de travail qu'on n'a pas l'habitude de Tout à voir. fait. Hein. L'ananas, quand on le déguste, c'est toujours très agréable, hein, puisque ça a un bon goût, mais il faut savoir que ça représente un sacré travail et qui est très physique et très manuel, en fait. Donc, quand vous avez un ananas, vous pouvez dire que il a été produit un peu dans la difficulté quand même. Hein. Ouais. Et j'ai hâte de découvrir un petit peu tout ce que vous faites dans le lycée et puis dans votre exploitation. Ok, ben écoute, avant de passer au labo pour voir ce qu'on fait avec l'ananas, je vais te montrer un autre emblème de l'île. Ok. Et tu verras qu'on fait aussi quelque chose de super avec. La surprise que Bruno réserve à Alexandrine, c'est la découverte d'un champ de la fleur locale par excellence, l'emblème de la Polynésie. Incontournable, omniprésente, la célèbre fleur de tiare. Donc là, on va aller voir une petite parcelle de tiare Tahiti, avec lequel on fabrique notre confiture de tiare. Et comme ça a un certain succès, on va agrandir la parcelle de tiare Tahiti, puisqu'on a l'ambition de planter encore au moins une 50aine de pieds. Et vous avez combien de pieds là du coup? On en a une petite trentaine, mais pas beaucoup plus. Ok. Ah, les fleurs. Donc là, la récolte se fait tous les matins, en fonction des besoins des confitures. Tu dois avoir besoin de beaucoup de fleurs, non? Et de pétales pour faire une confiture. Ouais, c'est surtout les pétales qui sont utilisés. Ouais. Ça sent vraiment bon, hein, cette fleur. Ouais, en plus, c'est une plante endémique à la Polynésie. Donc c'est vraiment un trésor, un patrimoine naturel pour nous. Ouais, bah c'est vrai que moi, ma grand-mère, elle l'utilisait pour faire du mon-œil, Ouais. pour nous masser. Et donc aujourd'hui, j'essaie de faire un petit peu la même chose avec mon bébé. Ah ouais. Donc vraiment une fleur incroyable et typique de Tahiti, en tout cas de la Polynésie. De la Polynésie, française. tout à fait. Ouais. Génial. En tout cas, j'aimerais bien goûter la confiture. Du coup, si c'est un bon moment pour que tu me montres un petit peu. On va y aller, on va vous faire une petite démonstration de la fabrication de confiture de tiare. Super. Véritable institution locale, le lycée agricole de Moorea produit, commercialise et transforme les différents fruits et légumes. Là, on arrive au labo où on a aussi la zone où on prépare les expéditions des fruits et légumes sous forme de panier bio, comme tu vois. Ils sont beaux ces légumes et ces fruits. Et là, tu as les filles qui commencent à préparer la découpe des fruits pour ensuite que les fruits soient traités dans le labo confiture. Ils sont beaux, vos ananas. Merci. Est-ce que je peux goûter un morceau? Bien sûr. Ah ouais, c'est pas un petit morceau. Hein. Alors, tu vois, cette qualité de fruits qui passe en confiture, ça peut donner que du bon. Hein. Incroyable. Bon, on passe au labo alors. On passe au labo, c'est parti. Ça sent bon ici. Voilà dans le labo. Yorana, ça va Tepoué? Donc Tepoué est notre responsable de laboratoire confiture. Voilà, aujourd'hui on a fait une petite démo de confiture de tiare. Donc c'est juste un sirop de sucre avec des pétales de fleurs. C'est une des confitures qui marche très bien. Oui, à ce qui paraît, la confiture de tiare vient du lycée agricole de Montréal. Hein. Mais vous n'aurez pas la recette. Bon, super. On goûte ça ou pas? Alors, Voilà. qu'est-ce qu'on a ici? Celle-là, c'est la fameuse tiare. Ok. Ananas vanille et ananas menthe. Allez. Délicieuse. Ah, c'est génial. T'as l'impression d'arriver à Tahiti, on te met la couronne de fleurs, mais en fait, tu la manges. C'est génial. Bon, merci beaucoup. Eh ben, j'espère que ça t'a plu. Hein. Ah oui, beaucoup. Je vais sûrement aller m'en prendre un pot. Chaque mois, ce sont plus de 10 000 visiteurs qui achètent au Faré, la boutique du lycée agricole, confitures, jus et glaces produites sur place. Sacrée, séduisante et sucrée, Moorea est donc un condensé de la Polynésie d'aujourd'hui.
Mais pour partir à la découverte de l'origine de ce peuple, de cette civilisation, c'est à l'est, dans l'archipel de la Société, sur l'île de Raiatea, qu'il faut se rendre. Île originelle, île des Tupuna, les ancêtres, les anciens. Eva Bourgeois est une fille de Raiatea. Elle y est née, y a grandi et y est revenue après des études à Papeete pour y ouvrir un gîte. Ma mère m'a beaucoup transmis notre histoire, nos valeurs de nos ancêtres, de nos Tupuna, comment ils vivaient auparavant. Et je me sens vraiment fière d'être polynésienne parce que j'ai une relation particulière avec la terre et la nature qui nous entoure. Il était impossible pour elle de ne pas commencer l'exploration de son île par un lieu magique et symbolique, le Marae de Tapu Tapu Atea, le cœur de la civilisation polynésienne. Ce temple, Jean le connaît mieux que quiconque. Guide et conférencier, il va nous révéler les moindres secrets de ce Marae. Dans l'histoire du peuple polynésien, nos ancêtres, ils ont encore une fois été très intelligents. Parce qu'ils ont construit des temples pour qu'ils puissent accéder à Tepo et honorer leur Dieu. Et ils ont donné le nom de Marae. Marae. Ma, ça veut dire propre. Propre. Rae, ça veut dire le front. Le front. Mais au fait, pourquoi? Parce que chez nous, le Polynésien, quand on se saluait avant, on se collait le front. Pourquoi cette chose? Pourquoi qu'on puisse partager le même air? Alors, ma, c'est le front qui est propre, mais pas simplement le front. Quand le Polynésien disait ma, ré, c'est l'esprit aussi. Voilà. C'est-à-dire, pour pouvoir accéder chez les dieux, on se doit d'avoir l'esprit propre, clair, et tout ce qui est mauvais, on laisse à Théa. Ah, que c'est beau. Le Marae est un lieu de pèlerinage en hommage aux dieux polynésiens. Des dieux sanguinaires qui, par l'intermédiaire de leurs représentants sur Terre, vont faire régner pendant des siècles la peur et la terreur. En particulier sous le règne d'Oru, dieu de la terre, du firmament et des batailles. Il y a eu beaucoup de sacrifices humains. Il est dieu de la guerre, il appréciait le sang. Mais parmi le peuple, il y avait des personnes qui n'appréciaient pas qu'il y ait des sacrifices humains. Et donc, cette personne s'appelle Tautuar Iahiro. Et lui s'est dit, le jour où je serai très fort, je vais le tuer, parce que ça ne peut pas continuer. Et là, il a défié Oro. Il a défié Oro. Et il gagna sur Oro. Et à ce moment, il avait dit, à partir de maintenant, plus jamais personne ne sera sacrifié sur ce marin. Et à partir d'aujourd'hui, ce marin s'appellera Tapu Tapu Atea. Pourquoi Tapu Tapu Atea? Parce que Tapu veut dire sacrifice, Atea, au loin. Au loin. Donc plus jamais personne ne sera sacrifié sur ce site. Le Marae de Tapu Tapu Atea était né. Et avant chaque voyage à la conquête d'îles lointaines, les Polynésiens devaient ici rendre visite aux dieux. C'est le point de départ du peuple polynésien, parce que c'est le commencement de l'histoire de notre peuple. Ce peuple polynésien ne peut pas partir ni de Tahiti, ni de Bora Bora, ni des Tuamotu, ni des Australes, ni des îles Cook, ni de Nouvelle-Zélande, sans passer par Tapu Tapu Atea. Parce que Raiatea, c'est la terre des dieux. C'est pour ça qu'on dit que c'est le berceau de la civilisation maori. C'est le berceau, parce que chez le peuple polynésien, tout est lié aux dieux. Donc, il n'y a pas plus respectable que la terre des dieux. Donc, ce peuple polynésien, eh ben, on ne peut qu'être fier. Oui, je suis vraiment contente d'en apprendre plus sur les origines polynésiennes. Oui. Voilà, c'est vraiment profond, c'est dommage parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a perdu cette forte connexion avec la nature, avec nos ancêtres. Oui, mais je crois qu'on ne l'a pas perdu là au fond de nous, mais aujourd'hui on est obligé de retransmettre à la nouvelle génération. Il n'est pas perdu, c'est déjà jamais perdu. C'est une conscience qui s'éveille. D'ailleurs ici, ils arrivaient là, entre les deux marins, vous avez l'autre côté le marin Oputaina et vous avez ce marin Hauviri. Et c'est d'ici qu'ils partaient à la découverte d'autres îles. Et donc ils ne pouvaient pas partir ni d'ailleurs d'autres îles, ils sont obligés de venir ici et pouvoir partir d'ici. D'où l'image de cette pieuvre. Alors ici, sur ce tableau, on voit bien, vous avez Hawaï. Oui.
c'est le premier nom De la première île, de Raiatea. de notre île, Notre île. Raiatea. Et donc ici, il est qualifié la tête d'une grosse pieuvre. Ici, cette pieuvre-là, c'est vraiment l'image de la migration polynésienne. Ici, Hawaï, c'est la tête parce que tout ce peuple est parti d'ici. Et donc, pour ceux qui sont partis vers le nord, ils avaient leurs pierres dans leurs pirogues et ils partaient. Et pendant leur voyage, ils abordaient d'autres îles. Et ici, vous avez Manihiki, vous avez Raranga. Et à chaque île qu'ils ont abordée, ils ont déposé une des pierres qu'ils ont prises d'ici, qui servait de pierre de fondation du nouveau marin qui vont bâtir sur ces îles-là. Et donc, toutes ces îles qui sont sur cette carte, on peut trouver un petit marin qui porte le nom de Tapu Tapu Atea. Et voilà, et tout ça, cette image de la pieuvre, c'est bien la migration polynésienne qui a pris le départ ici à Hawaï et ici sur cette place de Tapu Tapu Atea. Enfin, on se rend compte que c'est vraiment une fierté que d'être polynésien. Aujourd'hui, oui, on peut le dire que c'est vraiment une fierté pour nous d'être polynésiens, d'appartenir à ce grand peuple et qui est appelé le peuple de l'océan. Parce que nos ancêtres, ils ont toujours navigué. Longtemps méprisée, voire même interdite, la culture polynésienne est aujourd'hui de plus en plus revendiquée par les jeunes générations. La langue, les croyances, mais également l'art de vivre et la pratique sportive connaissent un regain de popularité sans précédent. Maké est l'ambassadeur de l'un des aspects les plus populaires de la tradition polynésienne, le va'a, une pirogue à balancier où 6 rameurs prennent place. Pratiquant assidu, il est l'un des derniers à fabriquer des pagaies traditionnelles pour ses embarcations. Qu'est-ce que tu prépares là sur ta table? Là, je viens de découper du bois pour pouvoir préparer un rapa. C'est la pale d'une rame. Ok, d'accord. Et c'est quoi comme bois qu'on a là? Là, tu as 2 différents modèles de bois, essence de bois, qui vient de nos forêts de Raiatea. Donc, il y a du purau que tu vois là. Et là, c'est du falcata. Et de ça, après, comment tu vas obtenir la forme? On va les coller entre eux, qui va nous donner une forme rectangle pour pouvoir avoir la forme de la pale. Bon, vas-y, qu'est-ce que je peux faire du coup? Il va falloir mettre la colle sur tous les côtés. Faut pas que j'en mette partout, en fait. C'est grave, hein? C'est pas grave. souci. Ok, ça va. Ouais, on va pas épargner un seul espace. Avec ton doigt, c'est plus facile, on dirait. Hein. Mais du coup, avant, ils faisaient comment, nos tupuna, pour coller avant qu'il y ait cette colle Très bonne question. Mais avant, étant donné qu'il n'y avait pas de colle, ils taillent directement la forme de la pale dans une pièce de bois entier. Ok. Sans collage. Sans collage. Voilà. Et l'étape suivante, c'est... Là, on va tracer le gabarit et le passer à la découpe. Okay. Et dis-moi, Maké, c'est qui t'a appris tout ça, à faire des rames de va'a? Bon, ça remonte il y a longtemps. Je veux dire, depuis très jeune, avec mon père qui est assez polyvalent, il touchait déjà du bois. Et le fait de regarder de gauche à droite, c'est ce qui a fait que j'ai appris, quoi. Je dirais, c'est mes yeux qui ont appris. Ton papa, il t'a donné le petit coup d'inspiration, voilà. Mais après, c'est toi tout seul qui t'es lancé, quoi. Ça. Génial. Voilà, il va. Une fois l'assemblage des 2 parties, donc, il y a l'usinage qui va se faire, la stratification de la pale et du manche. Et ensuite, je te montre le produit fini. Ouais, carrément. Allez, ça va donner quoi, au final? Voilà. Ah ouais, carrément. Après les différentes étapes de fabrication, tu as une rame finie. Ouais, elle est déjà trop belle, hein? Ta rame, elle est terminée. Top, top. Donc là, tu vas aller l'essayer. On va aller voir le club avec les enfants pour leur transmettre nos traditions, notre culture. Oh là là, on espère qu'ils rament pas mieux que moi. Maké et Eva rejoignent les enfants du club de va'a pour une sortie en mer. Eva, comme la plupart des Polynésiens, est déjà initiée à cette pratique. Lorsqu'elle a passé le bac pour l'épreuve de sport, c'est même le va'a qu'elle a choisi. Hey, hey, hey.
Allez, on regarde devant, se redresse et on balance. Et hey. Avec la modernisation qu'il y a aujourd'hui, ben, nos valeurs, notre culture, elles commencent à se perdre un peu, notre langue. Et c'est là où il faut transmettre, c'est dès le plus jeune âge. Et hey, tu verras tous les jeunes qui sont là, c'est des cousins. Et c'est une grande famille. Donc pour nous, c'est un mode de vie de pratiquer le va. Chaque membre de la famille pratique le va. Et hey. C'est un art de vivre. Hein. C'est ça. C'est dans notre sang. Hein. Les Polynésiens, ils ont ça en eux. Et on synchronise. Hoya putara hoe. Hoya matarara. Hey. Il y a des valeurs qui sont transmises à travers la pratique du va'a. Donc la plus grande des valeurs, c'est le tahoe. Hein. C'est l'union des 6 rameurs qui fait que quand ils sont en harmonie, il y a le respect sur soi-même déjà. Ou avec toute l'équipe, la pirogue, ils avancent ensemble. Ils avancent plus vite, quoi. Juste avec cette union-là. Hein. Ici, là, par exemple, on veut aller sur Tahiti, c'est combien de temps en pirogue? Nous, on l'a fait en pirogue à voile. Ça met environ 2 jours pour aller. Ah ouais. Aujourd'hui, on va se contenter de Taha'a, hein, je crois. C'est ça. Direction donc Taha'a, située à moins de 5 km de Raiatea. Les 2 îles partagent le même lagon. Connu pour sa culture de la vanille, Taha'a abrite plusieurs fermes perlières où sont produites les très fameuses perles noires de Polynésie. Yorana Maïva. Yorana, ça va? Oui, toi? Tu viens visiter la ferme perlière? Bah ouais, j'ai vraiment envie que tu m'en parles un petit peu plus de ce monde et de ce trésor de la Polynésie. Ben écoute, ici c'est une ferme perlière familiale que mes parents ont créée. Ok, faites ça en famille, c'est bien. C'est ça, et avec mon frère on a repris, lui s'occupe plus de la partie production et moi plus de la partie après-production, donc classification que je te montrerai après, classification des perles. Ok. Et les bijoux, voilà. Alors donc ça c'est l'huître qu'on utilise pour faire les perles, l'huître perlière à lèvres noires, parce qu'elle a la lèvre extérieure, là, le manteau qui est noir. On en a à peu près 100 000 de ces huîtres-là et elles sont stockées sur notre ferme qui est en fait près du récif extérieur. Est-ce que l'emplacement de ces lignes, de ces cages est important par rapport au lagon? Complètement, oui. Les huîtres elles sont stockées là-bas près du récif et c'est idéal parce qu'il y a une passe d'un côté et de l'autre. Donc il y a un courant constant, puis il y a l'eau du large aussi qui vient brasser le lagon à cet endroit-là. Du coup l'eau est de très bonne qualité, fraîche et c'est ce qu'elle préfère. Et si elles sont en bonne santé, on a beaucoup plus de chances d'avoir de belles perles. Comment ça se passe du coup pour qu'il y ait la formation de la perle? Alors, donc pour faire une perle, la première chose que le greffeur va faire, c'est en fait sélectionner une huître qui a de jolies couleurs et cette huître-là, il va la sacrifier, c'est-à-dire qu'il va l'ouvrir complètement comme ici. On va prélever le manteau, qui est la lèvre de l'huître, parce que le manteau, c'est l'organe qui sécrète de la nacre. Donc on va récupérer cette partie-là et la couper en tout petits morceaux de 2 mm par 2 mm. Ça s'appelle les greffons. Une fois que ça, c'est fait, il va travailler sur une autre huître qui va, elle, rester en vie entrouverte comme ça. Et sur cette autre huître vivante, entrouverte, il va insérer les petits greffons à l'intérieur. Il va faire une petite incision dans cette poche-là, qu'on appelle la poche perlière. Ah oui, mais c'est très méticuleux. Hein, c'est une chirurgie. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Donc il fait une incision là-dedans avec l'huître entrouverte. Et il introduit, avant d'introduire le greffon, il introduit une petite bille qu'on appelle le nucléus. Et c'est une bille de quoi? C'est une bille qui n'est pas faite de plastique, qui est faite à partir d'un coquillage qui vient du Mississippi. Du Mississippi. Ok, ça vient d'être très loin. Donc ce n'est pas d'ici, mais c'est naturel. Donc c'est introduit dans la poche avec le morceau de greffon de la première huître qui avait de jolies couleurs. Et c'est ce greffon-là, qui est la partie vivante du manteau, qui va se développer tout autour du nucléus et qui va sécréter de la nacre. Et c'est ça qui va former la perle. C'est pour ça qu'en fait, si on coupe une perle en deux,
eh bien, on retrouve le nucléus à l'intérieur et la couche de nacre à l'extérieur. Et ça s'est formé en 18 mois. 18 mois, c'est le temps qu'il faut pour cultiver les plus petites perles. Pour les plus grosses, les plus rares, il faudra attendre jusqu'à 10 ans, ce qui explique le prix parfois exorbitant des perles noires de Tahiti. Des perles qui, une fois produites, vont être triées en fonction de leur taille, leur couleur et du nombre d'impuretés à la surface. Donc là, sur le dessus, il y a des bracelets avec des perles récoltées la semaine dernière. Hein. Ouais, elles ont une couleur, elles sont incroyables celles-là. La couleur des perles fait l'exception aussi des perles de Tahiti. Toutes les perles qu'on trouve dans le monde, elles sont essentiellement blanches. C'est vrai qu'ils sont vraiment toutes les couleurs. On a du rose, on a du bleu, du vert. Mais ça, c'est parce qu'on a les plus beaux lagons, qu'on a les plus belles couleurs des perles aussi. Parce qu'on a cette espèce d'huître qui est native d'ici et qui est abondante. Dans le monde, toutes les perles sont faites à peu près de la même manière, sauf qu'ils ont des huîtres qui sont que blanches à l'intérieur, donc ils peuvent faire que des perles blanches. D'accord. Quand est-ce que les premiers perliculteurs, ils ont commencé à cultiver les perles ici en Polynésie? Alors la technique de greffe est japonaise et elle date des années 1800. Okay. Ça a été adapté à l'huître qu'on a ici, donc l'espèce d'huître qu'on a ici, vers les années 1950. 1950, d'accord. C'est le joyau de la Polynésie, hein. C'est la pierre précieuse de la Polynésie. Un trésor qui représente la deuxième source de revenus pour la Polynésie, devancée seulement par le tourisme. Car ce qui attire toujours autant dans ces îles lointaines, ce sont évidemment les fonds marins et leurs richesses. Et s'il y a un lieu qui, plus que tous les autres, fait office de référence en la matière, c'est Rangiroa, en polynésien littéralement « ciel immense ». Plus au nord, dans l'archipel des Tuamotu, c'est le deuxième plus grand atoll au monde par la superficie de son lagon. Il est constitué de 240 motus, de petites îles séparées par des passes entre l'océan et cette mer intérieure. Belen Faro, une jeune sud-américaine, a posé un jour ses valises ici pour ne plus jamais en repartir. Je suis argentine. Je suis née à Buenos Aires et j'habite sur Rangiroa depuis 5 ans déjà. Et j'ai rêvé de voir des animaux sauvages, de voir cette couleur de la mer turquoise, l'eau transparent. Et j'ai passé de rêve à la réalité en prenant l'avion sans connaître personne ici. Et j'ai pas envie d'une autre chose. Ici, ils sont accueillants avec les gens qui arrivent. Voilà, c'est un parti très très important de pourquoi je reste sur cette île. C'est en compagnie de Léon, natif de Rangiroa, qu'elle rejoint un lieu unique et surprenant, l'île aux récifs. C'est parti, Belen! C'est parti au paradis! C'est une belle journée aujourd'hui. Une découverte qui nécessite de traverser entièrement le lagon pour se rendre à l'extrême sud de l'atoll. Bon, Léon, on est arrivé dans un véritable paradis. On est aux îles aux récifs. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'est formé, ce paysage un peu lunaire au milieu de cet atoll, au milieu de nulle part? Si tu veux, il y a quelques millions d'années, Hélène, ce récif-là, tu vois, c'était sous l'eau. Et la formation de ces îles était tellement puissante, hein, titanesque, que ça a poussé au niveau de la plaque tectonique la partie sud de l'île de Rangiroa. Tout ce récif-là s'est soulevé à quelques mètres du niveau de la mer. Et avec l'érosion, les vagues, la pluie, le vent, ben, ça a taillé comme ça. Et aujourd'hui, c'est ce que tu peux voir. Comment ça s'est fait que tu es arrivé à faire des excursions aux îles aux récifs? Avant, on venait beaucoup en vacances ici. Hein. Quelques fois, je venais camper sur ce moto-là. Ces motos-là, ce sont des motos familiaux, voilà, qui appartiennent à ma famille depuis des générations. Et puis, l'idée m'est venue comme ça de faire partager cet endroit au monde. Voilà. C'est comme ça que j'en ai fait mon métier. Ça fait combien d'années? Ça fait plus de 15 ans maintenant, Hélène. On y va? On y va. Elle est bon, l'eau.
Ah, elle est bonne, elle est bonne. Suis-moi. Il faut avoir des bonnes chaussures. Et de la crème solaire. Ah oui. Ça, par contre, on n'a pas pris. Moi, j'en ai pas besoin. On est arrivé à la Lune. C'est ça. Regarde-moi cet endroit. C'est magnifique, hein? Oh, waouh! Ici, tu t'assois et tu médites. Avec l'érosion, le vent, la nature. Ça a taillé comme ça, regarde. T'as vu, c'est très bien ciselé, hein? C'est vraiment pointu. C'est un travail millénaire et c'est pas terminé ça. Ça continue à s'éroder avec la pluie, avec la houle, les vagues, regarde, tu vois, ça a creusé comme ça. Toi, c'est ce petit courant-là en train de creuser le récif. Ça te donne un peu ce spectacle-là, tu vois. On est dans un endroit inimaginable. Ici, c'est comme un labyrinthe, c'est assez magique. Léon, comment ils réagissent les gens quand ils arrivent dans cet endroit tellement étonnant? La Polynésie est célèbre pour ses lagons, pour ses couleurs bleues, turquoises et tout ça. Alors quand ils arrivent ici, ils sont émerveillés. C'est un endroit qu'ils ont vu nulle part ailleurs en fait. C'est incroyable. Il n'y a que ici que tu peux voir ce genre de formation de récifs. Ils sont comme dans un autre monde si tu veux. C'est presque lunaire. Et c'est un endroit vraiment voilà, qu'il faut voir. Qu'il faut voir et qu'il faut ressentir. Formation géologique atypique, avec ses murs de coraux fossilisés, l'île aux récifs est un lieu fascinant et surprenant. Mais Rangiroa réserve encore de multiples surprises. Car ici, et nulle part ailleurs en Polynésie, depuis plus de 30 ans, on produit du vin. Des vignes accessibles bien évidemment uniquement par bateau, dépaysement assuré. Et bien c'est parti à la découverte du vignoble. J'ai jamais pensé trouver un vignoble au milieu du Pacifique. C'est quand même inédit. Ouais, c'est un projet fou, hein. Dominique Auroy, qui est le promoteur du projet, a eu cette idée il y a un peu plus de 25 ans maintenant. Aujourd'hui, on peut constater qu'on a un vignoble qui est magnifique, mais ça a été énormément de travail. 15 années de recherche et développement, des tests d'une centaine de variétés pour aujourd'hui être dans ce vignoble. Il y a beaucoup de facteurs, des conditions qui représentent vraiment un défi pour avoir ce vignoble aujourd'hui. Ah, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, mais on a un manque d'ensoleillement en Polynésie. On a entre 11 et 12 heures d'ensoleillement par jour. Donc on a moins de luminosité qu'en France, où au moment de la récolte, ou juste avant, on a 18 heures de soleil. Mais ce n'est pas la seule spécificité de ce vignoble sous les cocotiers. Donc voilà les grappes de raisin avec lesquelles on fait notre vin. Donc ce pied, il était vendangé il y a 4 mois. Et dans un mois et demi, on va de nouveau vendanger. Une des particularités du domaine, c'est de faire plusieurs vendanges par an. On récolte tous les 5 mois à 5 mois et demi en fonction du climat. Ok, ça c'est une particularité d'ici. Oui. En France, on récolte qu'une fois par an. Ici, c'est tous les 5 mois à 5 mois et demi en fonction de la maturité du raisin. C'est une des particularités du climat tropical d'avoir plusieurs récoltes par an. Et quel type de vin vous avez? Il y a des blancs, il y a des rosés. Tu peux me raconter un peu, Sébastien? Oui, bien sûr. On produit des vins blancs et des vins rosés exclusivement. La production annuelle sur l'ensemble des deux récoltes représente 30 à 35 000 bouteilles. On est sur un atoll ici, donc en fait le terroir, c'est du corail dans ses différents états. Et on voit bien là, juste sous le pied de vigne, un exemple de ce corail. C'est notre terroir. C'est ce corail qui va apporter toute la minéralité à nos vins. Donc les goûts de vin, en fait, ça vient de ce sol aussi corallien. Exactement. Le goût du vin, il provient de deux choses. Il provient du cépage, donc de la variété de vigne, et il provient du sol. Le corail, il donne les arômes minéraux, et le raisin, il va donner ses arômes fruités. C'est quand même étonnant. C'est étonnant et c'est unique au monde. Bon. Voilà notre terroir. Ben, merci pour me montrer.
Alors, la prochaine vendange, c'est dans à peu près un mois. Donc je te propose, si tu es d'accord, de te joindre à nous pour cette vendange, si tu es disponible. Je serais ravie. Avec plaisir. En attendant la prochaine vendange, une autre activité occupe l'exploitation. Une culture moins surprenante, et pourtant. On change de décor, on passe de la vigne à la canne à sucre. Et puis je vais te présenter Dominique Courroy, qui est le promoteur du projet, qui est ici pour le broyage de nos cannes. Bonjour Dominique. Sébastien, bonjour. Yorana Dominique. Voilà Bélène qui nous accompagne sur Enchantée. le domaine. Enchanté de faire ta connaissance. Tu vas découvrir une autre activité, la canne à sucre. Alors certes, ça pourrait paraître banal, mais déjà en Polynésie, c'est exceptionnel. Et sur un atoll, c'est une première au monde. La canne à sucre existait en Polynésie, mais très peu sur les atolls, uniquement pour des utilisations de médecine traditionnelle. Donc c'est une vraie première mondiale. Et ce qui est très important, c'est qu'on a été les premiers au monde à produire un rhum pur jus de canne biologique. Et tous nos rhums sont certifiés et exceptionnels de ce point de vue-là. Et là maintenant, on voit la récolte. Là, on est en pleine phase de récolte. C'est un travail qui est relativement dur puisque tout se fait à la main. Et là, on a un nouveau broyeur qu'on vient de recevoir, que l'on teste. Donc voilà cette belle machine qui va extraire le jus de la canne. Donc là, on a notre pur jus de canne bio qui coule. C'est ce jus qui va être mis à fermenter et qui va produire du vésou. Le vésou, c'est le jus de canne fermenté. Ce vésou, on va ensuite l'emmener à la distillerie et ensuite on obtiendra du rhum. Des productions étonnantes sous ces latitudes. Et au bord de ce lagon, toujours présent. C'est pour lui que Bélène a quitté l'Argentine, pour tenter d'apercevoir le seigneur de ces eaux, le dauphin. En compagnie de Manu, un professeur de plongée qui travaille dans le même club qu'elle, Bélène veut nous entraîner sur leurs traces. Salut Manu. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Bienvenue. Merci. Ouais. On va les plonger ensemble? On va les plonger ensemble, ouais. Tu vas faire les briefings pour tout le monde? Je vais aller faire briefing pour tout le monde, ouais. Et on sera 6 au total, sous l'eau. Ok, j'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Ça donne trop envie. Manu va entraîner le groupe à l'extérieur de la passe de Tiputa, côté océan, pour maximiser les chances d'apercevoir les dauphins. Ici, plusieurs familles vivent et se laissent régulièrement observer. Même si rien n'est sûr, l'équipe est optimiste. Ok, on va prendre le bateau et on va partir par le lagon pour sortir à l'extérieur. Ok, on vient à la passe de Tiputa. Okay. Donc Tiputa, c'est le nom du village qui est ici, okay, de l'autre côté. Okay. Let's go. Manu, ça fait combien de temps que tu plonges dans cet endroit mythique, dans la passe? Ça fait 7 ans que je plonge ici dans cette passe. Je suis un peu né dans l'eau à Tahiti quand mon père m'apprenait à nager. J'ai trop aimé puis je suis parti. Je suis resté dans l'eau toute ma vie. Ben, ça se voit. T'es un poisson dans l'eau. Tu penses qu'on va voir les dauphins? Il y a beaucoup de chance. Ouais. Ici, ils sont assez attirés par les plongeurs. Hein. Après, ça dépend de leurs humeurs. On va croiser les doigts. On croise les doigts. 3, 2, 1, go!
c'était dingue. C'était magique, hein? C'était magique, on a vu les vents des barracudas, jamais si grands. Il y avait vraiment beaucoup. Plein de choses à voir, hein? Et les dauphins, ils sont venus, il y avait la famille. Et c'est mon rêve de plonger ici, de vivre ici. Je m'en passe pas, c'est un passion, c'est toujours magique. Des instants uniques, des rencontres et des paysages stupéfiants. La Polynésie dans toute sa splendeur, qui a fait dire à Jacques Brel, comme un hommage ultime et définitif, une île au large de l'espoir, où les hommes n'auraient pas peur, douce et calme comme ton miroir.